Hello tout le monde, bienvenue dans ce 4e épisode de la série de vidéos consacrée à la lecture de l'électrocardiogramme. Comme je vous avais promis, les délais entre les épisodes diminuent. L'épisode 3, qui est sorti il y a quelques semaines, était consacré à la méthodologie de lecture de l'ECG. C'est vraiment un pilier central, l'épisode peut-être le plus important de la série, qu'il faut absolument avoir vu pour pouvoir justement différencier un ECG normal d'un ECG pathologique. Parce que à partir de maintenant, à partir de cet épisode, on va aborder plus spécifiquement les ECG pathologiques. L'épisode 4 et l'épisode 5 qui sortira dans quelques semaines seront tous les deux consacrés à l'analyse et au repérage des troubles du rythme. Les troubles du rythme sont décomposés en deux grandes familles, les troubles du rythme supraventriculaire et les troubles du rythme ventriculaire. Il y avait donc largement de quoi faire 2 épisodes parce que je tiens absolument à ce que les vidéos passent moins de 12 minutes. En tout cas, j'essaye. Donc aujourd'hui, on va aborder uniquement les troubles du rythme supraventriculaire et les troubles du rythme ventriculaire seront abordés dans l'épisode 5. Comme d'habitude, il y aura en dessous de cette vidéo un chapitrage pour que vous puissiez directement accéder à une partie en particulier. Et encore une fois, prenez un café, un thé, un chocolat, n'importe quoi, parce que ça va être un petit peu long et surtout un peu technique. N'hésitez pas également à prendre de quoi noter et aussi à vous abonner, à mettre un like à cette vidéo et un commentaire pour pouvoir soutenir le travail qui est réalisé ici. Troubles du rythme supraventriculaire, vous l'aurez peut-être compris, mais il s'agit des troubles du rythme qui se situent en dehors des ventricules. Dans ce type de troubles du rythme, on retrouve les extrasystoles auriculaires et jonctionnelles, le flotteur auriculaire, la fibrillation atriale et la tachycardie jonctionnelle, qui, on va voir, regroupent plusieurs types de troubles du rythme, elles aussi. On va les détailler pour étudier un petit peu les spécificités de chaque trouble du rythme supraventriculaire et pour apprendre à les repérer tout simplement plus facilement sur les ECG. Vous allez voir que ça va faire un petit peu listing, mais malheureusement, j'ai du mal à voir comment j'aurais pu structurer ma vidéo autrement. Commençons par les extrasystoles auriculaires. Vous l'aurez compris grâce au nom, c'est un phénomène électrique qui va se produire avant le nœud auriculo-ventriculaire, au sein des oreillettes. Normalement, le big boss du cœur, vous le savez, c'est le nœud sinusal. Il n'y a que lui qui est censé émettre des ondes de dépolarisation qui vont passer à travers l'ensemble du cœur. Une extrasystole auriculaire, c'est quand il y a un petit foyer rebelle au sein de l'oreillette qui va s'activer et émettre lui aussi de son côté une onde de dépolarisation, créant un battement supplémentaire en dehors des battements prévus par le nœud sinusal. Ce foyer rebelle, ce foyer d'excitation supplémentaire, va donner sur le CG une onde P différente en termes de morphologie par rapport aux ondes P classiques. On va les noter, onde P'. Bah oui, on a dit que ce battement-là en particulier, il n'est pas provoqué par le nœud sinusal, dont l'aspect des ondes P ressemble à ça, normalement vous l'avez vu dans l'épisode 3, mais là va être provoqué par un foyer rebelle quelque part au sein des oreillettes, et donc du coup forcément l'anatomie de l'onde de dépolarisation, donc l'onde P', va être différente par rapport à s'il s'agissait d'une onde de dépolarisation émise par le nœud sinusal. Sur le CG, ça va donner ceci: onde P, complexe QRS, onde T, onde P, complexe QRS, onde T, onde P', complexe QRS, onde T, et une pause, ce qu'on appelle une pause sinusale. Cette pause sinusale est appelée repos compensateur. Vous avez vu par rapport au QRS qui suivait les ondes P normales, et là, le QRS qui suit l'onde P', il arrive beaucoup plus tôt, il est beaucoup plus collé à l'onde P'. Tout simplement parce que le foyer rebelle qui va émettre cette onde de dépolarisation qui va donner P' et ce fameux QRS va être situé plus proche du nœud auriculo-ventriculaire que le nœud sinusal. Et donc du coup, forcément, l'espace PR sera raccourci à cause de sa proximité avec le nœud auriculo-ventriculaire. Les extrasystoles auriculaires peuvent être isolées ou répétées. Les causes de ces extrasystoles auriculaires peuvent être multiples. Une hyperthermie, une hypo ou une hypervolémie, un effort physique, une hypoxie, pneumonie, hyperthyroïdie, bref, les causes sont très nombreuses. Mais elles seront toujours explorées lorsqu'on verra l'apparition d'extrasystoles auriculaires sur un électrocardiogramme. Et en dehors de ces recherches, dans la plupart des cas, les extrasystoles auriculaires ne nécessiteront aucun traitement. Et si jamais elles venaient entraîner une gêne, par exemple par des palpitations lorsqu'elles se produisent, pourrait être mis en place un traitement par bêta-bloquant. Si jamais le foyer rebelle qui délivre ces fameuses ondes P', ces fameuses extrasystoles auriculaires, devient un peu trop vigoureux, il peut se mettre à décharger de façon continue et rapide, donnant une tachycardie avec sur le CG les fameuses ondes P'. Passons maintenant à un des troubles du rythme les plus connus, la fibrillation atriale ou la fameuse AC par FA, arythmie complète par fibrillation
atriale. Dans la fibrillation atriale, cette fois, on a plein de foyers rebelles qui vont venir s'activer en même temps un peu partout dans les oreillettes. La FA, cette fois, peut vraiment être illustrée par une rébellion des sous-chefs au sein des oreillettes. Et le problème, c'est que ces foyers rebelles vont totalement désorganiser les courants électriques à l'intérieur des oreillettes à cause de la décharge rapide et continue de ces fameux foyers. La multiplication des signaux électriques, des ondes de dépolarisation, va entraîner une diminution de la contractilité des oreillettes avec ce qu'on appelle une sidération et va pouvoir entraîner une chute du débit cardiaque. La contraction des oreillettes étant, je vous le rappelle pour ceux qui ont vu la vidéo sur le débit cardiaque, responsable de 25% du remplissage des ventricules. Deuxième problème de cette rébellion par les foyers atriaux, c'est que ça va provoquer une stase veineuse à l'intérieur des oreillettes et donc un risque thromboembolique très important. Et enfin, le sous-chef officiel du nœud sinusal, donc le nœud auriculo-ventriculaire, je vous invite à aller voir l'épisode 1 si vous voyez plus de quoi je parle, bah lui, il va pas recevoir ses ordres du nœud sinusal, mais des fameux foyers rebelles qui sont disposés un peu de partout dans les oreillettes. Et il va recevoir plein d'ordres totalement désorganisés les uns par rapport aux autres. Le nœud auriculo-ventriculaire va donc devoir trier ces informations, et selon ses capacités à le faire tout simplement, et bah il va ensuite réguler ou non la quantité d'ondes de dépolarisation qui vont passer dans la ventricule et donner soit une fibrillation atriale lente, quand la fréquence cardiaque est inférieure à 60, ou une fibrillation atriale rapide, quand la fréquence cardiaque est supérieure à 100, ou alors une fréquence atriale tout simplement rythme normal, quand elle est comprise entre 60 et 100, mais dans tous les cas, elle sera irrégulière, parce que le nœud auriculo-ventriculaire n'aura pas la capacité de rétablir une régularité compte tenu du désordre des ordres qu'il reçoit. Compliqué à dire cette phrase. Au niveau de l'ECG, ça va se traduire par une absence d'onde P, avec simplement une trémulation de la ligne de base, créée par l'activité anarchique des foyers rebelles. Là aussi, il y a plein de causes qui sont possibles. Infection, embolie pulmonaire, troubles métaboliques, l'ensemble des cardiopathies qui existent, etc. Le traitement, pour le coup, sera variable en fonction des profils de patients. Dans tous les cas, la cause de cette fibrillation atriale sera recherchée. Ensuite, sera mis en place une anticoagulation préventive pour justement éviter la formation du thrombus à l'intérieur des oreillettes. Et la fibrillation atriale pourra être réduite par voie médicamenteuse ou électrique, via un choc électrique externe, ou par radiofréquence en cardiologie interventionnelle. Passons maintenant au flotteur auriculaire, qui ne doit pas être confondu avec le flotteur ventriculaire, parce que vous allez voir qu'il n'a pas du tout les mêmes conséquences. Enfin, du coup, ça vous le verrez dans l'épisode 5. Si la fibrillation atriale était une rébellion des foyers atriaux, il faut voir le flotteur auriculaire comme un court-circuit dans la machine. L'onde de dépolarisation ne sera pas émise par le nœud sinusal et va tourner en boucle dans les oreillettes, donnant une tachycardie à QRS fin, avec une fréquence cardiaque autour des 150. En raison de la tachycardie, vu que les QRS sont très rapprochés, on ne va pas pouvoir observer la présence d'onde P. Il va donc falloir aller ralentir la tachycardie pour aller analyser un peu ce qui se passe entre les QRS. Lorsqu'on va ralentir le cœur, on va pouvoir observer ce type de signal électrique qui va être caractéristique du flotteur auriculaire. Ces fameux dents de scie, appelés aussi toits d'usine, entre les QRS. Et ces toits d'usine, justement, sont causés par cette fameuse onde qui tourne en boucle dans les oreillettes à une fréquence comprise entre 250 et 350 par minute. Heureusement, le nœud auriculo-ventriculaire va être capable de trier et ne va pas laisser passer toutes ces ondes de dépolarisation, parce que sinon, ça arrive dans certains cas. Mais c'est très grave, et on en reparlera juste après. Ces fameuses dents de scie, elles portent un petit nom, elles s'appellent des ondes F, et elles ont une anatomie franchement différente des ondes P. La classification du type de flotteur va dépendre du rythme auriculaire, vs le rythme ventriculaire. En gros, on va mesurer la fréquence des ondes F versus la fréquence cardiaque tout simplement. Si en comptant les ondes F, on a un rythme auriculaire à 300 par minute et une fréquence cardiaque à 300 par minute, c'est un flotteur 1 pour 1. Si jamais la fréquence cardiaque est à 150, c'est un flotteur 1 pour 2, fréquence cardiaque à 100, 1 pour 3, fréquence cardiaque à 75, 1 pour 4. Là encore, le traitement va varier en fonction du contexte. Antiarythmique et anticoagulation si le flotteur est bien toléré avec ces traitements, et un choc électrique s'il y a une mauvaise tolérance. Là aussi, le flotteur peut être traité en cardiologie interventionnelle via radiofréquence. On a parlé des extrasystoles auriculaires, il est maintenant temps de parler des extrasystoles jonctionnelles, qui vont être beaucoup plus rapides à aborder, maintenant que vous avez compris le principe. Cette fois, le foyer responsable de l'activité électrique prématurée va se situer au niveau du nœud auriculo-ventriculaire ou du faisceau principal de His. Cette fois, il va y avoir un QRS précoce sans onde P, puisque le foyer n'émane pas des oreillettes, mais directement du nœud auriculo-ventriculaire
ou du faisceau de His, et va ensuite donner lieu, comme pour l'extrasystole atrial, à un repos compensateur. La différence entre les deux types d'extrasystole, c'est bien la présence de l'onde P. Ce type d'extrasystole est beaucoup plus rare et présente très rarement des conséquences. Passons maintenant au tout dernier trouble du rythme supraventriculaire, la tachycardie jonctionnelle. Bon, déjà, il s'agit d'une famille de tachycardies dont la particularité est que l'onde de dépolarisation passe par le nœud auriculoventriculaire ou le faisceau de His. D'où le fait qu'on reste toujours dans les troubles du rythme supraventriculaire et non ventriculaire. On y retrouve par exemple le Bouvray. Contrairement à la fibrillation auriculaire par exemple, la tachycardie jonctionnelle peut survenir à tout âge. Personnellement, j'ai déjà eu à prendre en charge un bébé de 7 mois pour tachycardie jonctionnelle en réanimation pédiatrique. Ah oui, et petite chose aussi à savoir, c'est qu'en pédiatrie, on a tendance à parler plutôt de tachycardie supraventriculaire que de tachycardie jonctionnelle. C'est un petit abus de langage, mais qui est comme ça. Un peu comme dans le flotteur auriculaire, on va avoir un signal qui va boucler, en boucle, tourner en boucle. Mais cette fois, cette boucle va se situer au niveau du nœud auriculoventriculaire, ou du faisceau de His, et ne va pas être émis par le nœud sinusal. C'est vraiment un foyer rebelle, encore une fois, qui se situe au niveau du nœud auriculoventriculaire et qui va délivrer une décharge électrique qui va tourner en boucle. Sur le CG, on aura une tachycardie régulière sans onde P avant les QRS, mais avec parfois une onde P après les QRS. Quoi ? Une onde P après les QRS ? Tu nous aurais donc menti dans l'épisode 1 et 2 ? Je vous explique. Comme je vous l'ai dit, dans la tachycardie jonctionnelle, on va avoir un foyer, encore une fois rebelle, qui va se rajouter à la course, qui va être situé au niveau du nœud auriculoventriculaire et qui va émettre des ondes de dépolarisation qui ne seront pas émises par le nœud sinusal. Donc l'onde de dépolarisation va venir dépolariser les ventricules en descendant, mais va aussi remonter dans les oreillettes et venir les dépolariser. Et donc une fois qu'elles sont dépolarisées, on va apparaître une onde P. Une onde P rétrograde après les QRS. Oui, c'est complètement contre-intuitif. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas tout dit concernant l'extrasystole jonctionnelle. Si on reprend le tracé, on peut là aussi apercevoir une onde P rétrograde. Là aussi, parce que le foyer qui va être responsable de l'émission de cette extrasystole, de ce QRS précoce, va faire remonter également son onde de dépolarisation dans l'oreillette. Le traitement d'une tachycardie jonctionnelle débute toujours, si on peut, par des manœuvres vagales, et si jamais ça ne suffit pas, on va passer au traitement médicamenteux. Si ça ne suffit toujours pas, on pourrait être amené à donner un choc électrique externe, parfois en urgence. Là encore, un traitement par radiothérapie est possible en cardio-interventionnel. Voilà, j'ai fait le tour des rythmes supraventriculaires. Dans le prochain épisode, on abordera les troubles du rythme ventriculaire, avec par exemple la tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire, les extrasystoles ventriculaires, etc. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas encore une fois à la commenter, à la partager auprès de tes collègues ou des personnes qui sont intéressées, parce que vous êtes plusieurs à me mettre des commentaires en me disant que vous n'êtes pas du tout du monde de la santé, mais que ces vidéos sur le CG vous intéressent, chose qui n'était pas prévue à la base, mais écoutez, tant mieux. Posez vos questions aussi si vous en avez, et je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear at all.